Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est attendu demain devant un tribunal fédéral de Miami. Il sera formellement accusé d'avoir conservé des documents confidentiels, y compris des secrets militaires et nucléaires, après son départ de la Maison-Blanche en 2021. Ce sont donc des accusations déposées par la justice fédérale. C'est une première pour un ancien président américain. J'en discute avec Michel Cauger, qui est analyste politique et qui a été correspondant d'ailleurs à Washington. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Esther. Bon, on l'a dit, ça s'est jamais vu aux États-Unis, des accusations déposées contre un ancien président par la justice fédérale. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point ça va être exceptionnel ce qui va se passer demain à Miami. D'abord, c'est complètement sans précédent, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est quand même assez particulier de voir un président qui a été battu, qui se représente pour sa fonction et qui est accusé dans les faits par le président des États-Unis qui l'a battu et qui sera son adversaire à la prochaine élection. C'est complètement... Il y a un petit côté kafkaesque là-dedans, là. Mais c'est l'étrangeté de la situation aussi qui fait que M. Trump peut s'en servir pour dire « Ah, ben c'est l'État profond qui me pourchasse encore, c'est une chasse aux sorcières, etc. » Ça tombe tout à fait dans le narratif qu'il utilise depuis plusieurs années déjà. Oui, il se présente en victime. On sait que ce sont en tout 11 000 documents qui avaient été retrouvés à la résidence de Donald Trump en Floride au terme d'une perquisition. Qu'est-ce que la justice fédérale reproche à Donald Trump au juste? Essentiellement, deux choses. D'abord, d'avoir eu en sa possession ces documents-là qui sont classifiés secrets ou top secrets et d'avoir essayé de les garder essentiellement. Et peut-être que cette deuxième partie-là est plus importante que la première. Tout le monde est un peu d'accord pour dire s'il avait remis les documents aux Archives nationales comme on le lui demandait, il ne serait pas devant les tribunaux aujourd'hui. Alors, c'est cette question-là et l'entrave à la justice qu'il aurait faite en essayant de camoufler le fait qu'il ne voulait pas rendre les documents, demander à ses avocats de mentir, de vérifier si on pouvait pas enlever quelques pages compromettantes dans les dossiers, etc. Ça, c'est peut-être l'endroit où il est le plus vulnérable actuellement. Oui, évidemment, des accusations qui sont graves et qui peuvent le mener en prison, là, il faut le mentionner. Oui, c'est en vertu de la loi sur l'espionnage. Ça ne veut pas dire qu'on considère que M. Trump était un espion, là. Il n'a jamais vendu ces documents-là à la Russie, à la Chine ou à quiconque. Mais en vertu de la loi sur l'espionnage, il ne doit pas avoir ces documents-là en sa possession. Non seulement il les a eus en sa possession, mais il les a montrés à des gens. Alors ça, c'est passible de prison et au maximum, plusieurs dizaines d'années de prison. Je pense pas qu'on en arrive là, vu son âge et vu la campagne électorale qui s'en vient, mais il est passible de ça et ça sera un problème pour le ou la juge qui sera au procès de déterminer la sentence, évidemment. Mm-hmm. Vous le disiez, c'est du sans précédent aux États-Unis. Plusieurs, Michel, y ont vu un parallèle avec ce qui avait mené à la démission du président Nixon en 1974. En quoi c'est différent quand même du Watergate? La chose qui est similaire, on va commencer par ça, c'est que ce qui risque de couler M. Trump, c'est ce qui avait coulé M. Nixon. On disait à l'époque, it's not the crime, it's the cover-up. C'est pas le crime, c'est le fait d'avoir essayé de le cacher. Et c'est surtout ça qui va être un problème pour M. Trump. Des gens, des anciens présidents, des anciens vice-présidents, M. Biden, M. Pence, l'ancien vice-président de M. Trump, ont, à un moment donné, eu en leur possession des documents qu'ils n'auraient pas dû avoir et les ont tout simplement redonnés aux archives dès qu'on leur a demandé. Bien des gens aux États-Unis vous diront qu'on classifie trop de documents comme secrets puis qu'à un moment donné, ça devient plus gérable. Alors, mais là, on n'est pas dans l'erreur de bonne foi, puis tiens, je vous le redonne parce que vous me l'avez demandé. C'est lui qui s'est battu pour les garder. Et c'est ça qui est le problème. Et Nixon, jusqu'à un certain point, c'était pas le crime du Watergate lui-même qui l'avait coulé, c'est l'entrave à la justice qui avait duré littéralement des mois pour essayer de ne pas montrer qu'il y avait derrière ça tout un plan, toute une conspiration pour essayer de nuire aux démocrates pendant l'élection de 1972 à l'époque. Oui, donc évidemment, c'est différent. Parlons maintenant de l'impact de ces accusations contre Trump sur l'investiture républicaine.
républicaine. Donald Trump, on le sait, est un des nombreux candidats en lice. Et c'est lui qui mène au moment où on se parle. Je le disais tantôt, il se présente en victime. On peut s'attendre à quel effet de ces accusations fédérales sur l'investiture républicaine? Ces effets-là vont se voir à long terme, peut-être pas à très court terme. La base républicaine est solide. On a vu à peu près tout ce qui existe de républicains, même ses adversaires, essayer de disculper plutôt que de le condamner. Alors donc, il y a beaucoup de républicains qui ont peur essentiellement que si M. Trump se fâche contre eux, ça va leur nuire considérablement. Il y a quelques candidats qui ont commencé à dire M. Trump n'a pas raison. C'est le gouverneur Christie, l'ancien gouverneur Christie du New Jersey. Jusqu'à un certain point, Mike Pence, son ancien vice-président, qui a mis des doutes aussi, mais ça reste pas très important pour l'instant. Mais en même temps, ça se peut pas que ça n'ait pas d'effet qu'un ancien président soit traîné devant les tribunaux pour un crime de nature fédérale, ce qui est un précédent aux États-Unis. Et il y a aussi l'effet d'accumulation là-dedans, Esther, qui va être important. C'est-à-dire que M. Trump va beau dire s'il est accusé en vertu d'autres choses au cours des prochains mois. Il y a toute la question de la tentative de renverser les résultats de l'élection en Georgie. Il y a toute la conspiration possible pour inciter à l'insurrection du 6 janvier. Vous savez, là, ça va faire 4 accusations devant les tribunaux pour le président qui essaie de regagner son job. Je suis pas sûr que tous les citoyens américains, parce qu'il y a aussi des indépendants là-dedans, il n'y a pas juste la base républicaine qui compte, que tous les citoyens américains vont dire « Oh, c'est très bien, il y a 4 accusations contre lui, c'est pas grave ». Bon, ça commence à faire en effet plusieurs accusations contre M. Trump et peut-être qu'il ne sera pas toujours aussi téflon qu'on l'a vu finalement. Non, parce qu'il y a un effet d'accumulation là-dedans, même chez les républicains. Si vous lisiez les journaux américains au cours du week-end, il y a des républicains qui disent « Ouais, hein, ça me dérange ». Ils sont pas encore prêts à dire « Je voterai pas pour lui », mais qui commencent à être dérangés un peu. S'il devait y en avoir 2 autres, en particulier celle de la Georgie, là, essayer carrément de changer le résultat de l'élection, ça risque d'être un petit peu difficile, d'autant que, vous savez, le jour même de l'élection, M. Trump dit « On me l'a volé ». Et ça fait maintenant 2 ans, et n'oublions pas qu'on n'a pas trouvé une seule voix qui a été déclarée illégale depuis ce temps-là. Alors, à un moment donné, là, je me suis fait voler l'élection, disons que ça a un petit peu moins de tirando qu'avant. Oui, exactement. Évidemment, on va suivre cette comparution demain qui risque de tourner en cirque médiatique. Michel Siauger, merci beaucoup. Merci. Au revoir.